Alors, bonjour à toutes et bienvenue donc dans ce cours d'histoire. Histoire d'ailleurs de l'Europe, puisqu'ici justement, via ce diaporama, on va voir l'introduction à l'idée d'Europe. Cette introduction ensuite va se suivre dans un déroulement justement où on va découvrir comment d'un continent avec des pays, on en est arrivé à l'Union européenne qu'on connaît aujourd'hui. Et on va voir ça tout au cours du XXe siècle. Mais avant, on va voir un contexte, deux contextes. Le contexte géographique pur et un contexte historique. Alors tout d'abord, commençons par le contexte géographique. Alors, l'Europe, c'est tout bête, à la base, c'est ça. À la base, c'est un continent. Et ce continent, il est là. Bon, là vous me direz, oui, mais il est avec l'Asie. Oui, c'est l'Eurasie. En fait, on appelle ce supercontinent l'Eurasie, Europe plus Asie. Voilà, pas compliqué. Et alors, pourquoi est-ce que je vous montre ça? Pour vous montrer que l'Europe, les frontières de l'Europe, elles sont un peu floues. Et on va le voir notamment très bien avec cette carte. Cette carte qui va montrer ce qu'on pense être l'Europe. Alors, géographiquement parlant, justement, on va voir que la frontière s'arrête au mont Oural. Donc en fait, voilà, oui, c'est ce que j'ai oublié de vous dire. L'Europe n'a pas de frontières en tant que telle. C'est des frontières naturelles. Vous voyez donc là les monts Oural, donc au nord et à l'est de la Russie. Et comme je vous l'ai mis, donc l'Eurasie, car d'une part la Russie se partage entre les deux continents et que la frontière avec l'Asie change. En effet, justement, la Russie fait partie donc de l'Europe, mais aussi de l'Asie, et elle est séparée donc par ces monts Oural. Donc cette Russie-là, elle est européenne. Alors, de ce fait, des hommes vont tenter de regrouper ces pays pour avoir un espace plus clair. Donc ça, je vais vous montrer. Mais juste avant un dernier point, vous voyez par exemple, les limites avec la Turquie sont assez floues. On ne sait pas vraiment, on ne sait pas dire, oui, est-ce que ça c'est à moi, est-ce que ça c'est à toi. Vous voyez par exemple, Istanbul. Istanbul, est-ce que c'est en Europe ou en Asie? On ne sait pas. Parce que c'est vrai que c'est assez difficile, puisque... voilà, vous avez un petit bout de la Turquie en Europe, enfin sur la terre européenne. De même que au Maghreb, vous avez une partie espagnole au Maroc. Et ouais. Aussi, par exemple, prenons le cas du Danemark. Le Groenland est une colonie du Danemark. Est-ce que le Groenland est en Europe? Non. Mais alors, où s'arrête justement l'Europe au nord? Parce que l'Islande est considérée comme étant... L'Islande, c'est donc la petite île qui est tout au nord, à l'ouest, est considérée en Europe. Mais du coup, les limites s'arrêtent où après? Et bien là, c'est assez difficile. Donc vous voyez des frontières quand même assez floues. Donc surtout du côté, voilà, Turquie. Donc là, ça va être des frontières naturelles. De même qu'ici, avec le détroit de Gibraltar, qui va faire vraiment la transition entre... l'Espagne et le Maghreb. Ici, c'est assez flou. Ici, ça va plus être religieux. Là, du côté de la Bulgarie, on a une majorité d'orthodoxes, alors qu'en Turquie, on a une très forte majorité d'ottomans, de musulmans, pardon. Musulmans. Donc là, ça va être plus, c'est une frontière religieuse. Et vous voyez, c'est assez compliqué de faire vraiment... les frontières claires de l'Europe. Donc après, nous on va plus suivre le tracé qui est sur votre carte. Alors, comme je vous le disais, donc oui, là vous avez une image justement du fleuve, la Volga, et le Don, donc le Don, pardon pour mon accent, le Don qui traverse un peu la Russie. Donc là, on a les monts Oural. Vous voyez, les monts Oural vraiment séparent la Russie en deux.
Et ce dont je vais vous parler en premier lieu, c'est l'Empire romain. Alors, pourquoi je remonte aussi loin? Pour vous montrer que l'idée d'unifier les pays d'Europe ne date pas d'hier. Puisqu'en effet, l'Empire romain a déjà fait ça avant. Puisque sous l'Antiquité, en 117, comme il est marqué sur la légende, en 117 avant Jésus-Christ, eh bien l'Empire romain s'étendait de l'Est à l'Ouest de manière vaste. C'est-à-dire qu'ici, on allait pratiquement au Koweït. Vous voyez, là on est Arabie Saoudite, juste en Bretagne. Donc vous voyez quand même que la superficie était vaste. Mais l'idée d'Europe à cette époque, elle est surtout autour de la Méditerranée, essentiellement. Là, on s'en fout complètement. Au sud du Maroc, au sud de l'Algérie, au sud du Maghreb, du désert, on s'en fout. Hein, voilà. Ici, pourquoi il y a un grand espace blanc justement au niveau de l'Arabie Saoudite? Pareil, du désert, on s'en fout, on va pas y aller, c'est dangereux, il fait chaud. Enfin, ils n'ont pas tellement tort. Hein. Bon. Et voilà, c'est un petit peu ça pour les Romains justement. Donc c'est vraiment un continent tourné autour de la Méditerranée et c'est ce qu'on se considère à l'époque comme l'Europe. Alors après, il faut savoir que justement l'Empire romain, c'était différentes classes. Vous aviez l'Empire romain avec Rome, qui était vraiment la cité, là où il y avait les citoyens romains. Vous aviez autour les colonies, et encore autour, vous aviez les dominions. Dominions, c'était les territoires dominés par les Romains. Donc les colonies, voilà, c'est des territoires administrativement autorisés dans l'Empire romain, enfin voilà, c'est des citoyens romains. Mais après, quand vous alliez du côté des dominions, là c'était moins des citoyens romains, enfin c'était assez excentré. Donc, après, reste à vérifier pour les dominions, je ne me rappelle plus trop le nom. Mais bon, bref. Ce qui reste à comprendre, c'est que l'idée d'Europe s'est faite dès le début de l'Empire romain. Alors, voilà donc pour ce qui est de l'Empire romain. Ensuite, nous allons avancer en l'an 800. L'an 800, avènement de Charlemagne. Charlemagne, j'espère que vous le connaissez, c'est un des rois de France très connu. Et ce bon vieux Charlemagne, quand même, il avait un territoire assez vaste, comme vous pouvez le constater, avec ici le nord de l'Italie, une bonne grosse partie de l'Allemagne, un petit bout de l'Espagne ici. Donc vous voyez quand même un territoire très vaste. Charlemagne avait quand même une grande puissance, qui va complètement être détruite lors de sa succession. Lors de sa succession, justement, le territoire va être divisé en 3, et ensuite, voilà, un coup de guerre entre les différents successeurs, etc. Le territoire français va se retrouver morcelé. Et plus tard, on va avoir Charles Quint. Alors, je pense que vous en avez déjà entendu parler lors de votre cours sur les grandes découvertes en seconde. Charles Quint était de la même époque que François Ier. Donc on est à peu près au XVIe siècle. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à cette époque, par des guerres, par l'héritage, par des mariages, Charles Quint va acquérir un territoire immense. En effet, il va acquérir toute l'Allemagne, toute l'Autriche, Hongrie, tous ces territoires ici, une grosse partie de l'Italie. Il va acquérir aussi l'Espagne et voilà un petit bout de la France aussi. Charles Quint était vraiment l'ennemi juré de François Ier, l'ennemi des Français. Et il faisait peur parce que à l'époque, le Saint-Empire romain germanique était puissant. Il était puissant et Charles Quint était vraiment un très grand empereur. Voilà. Et enfin, mon petit dernier, Cocorico, il est encore français, c'est Napoléon. Et oui, Napoléon, empereur vers la fin du 18e, enfin, vers la fin du 18e, mais majoritairement au 19e siècle.
début du 19e. Donc Napoléon va conquérir des territoires et voilà, il va vraiment se lancer dans une expansion du territoire français. Bon, le problème c'est quand vous étendez des territoires, c'est dur de tout contrôler. L'Empire romain c'était pareil, le territoire était tellement vaste qu'au bout d'un moment il ne pouvait plus gérer toutes les invasions, et bien là c'est pareil. À grands coups de bataille, on va perdre peu à peu du territoire et redevenir la France que l'on connaît à peu près aujourd'hui. À peu près, grosso modo. Bon, il y a quelques petits trucs en moins, mais bon. Alors attendez. Ah oui, non, on va pas tout de suite passer à cet épisode-là. Juste pour vous dire que parmi ces trois cartes que je viens de vous montrer, donc l'Empire romain, l'Empire de Charlemagne et l'Empire de Napoléon, quel est le point commun? Ce sont tous les trois des empires. Donc, avec à leur tête, des empereurs. Et ça montre que justement, voilà, ces empires étaient à la tête d'une seule et même personne. Et surtout qu'en plus, ces territoires donc, qui étaient annexés à l'Empire, donc comme on l'a vu avec les Romains, avec Charlemagne et avec Napoléon, ils n'y allaient pas par mon de cœur, hein, c'est parce que voilà, ils étaient envahis. Donc forcément, voilà, ils n'avaient pas le choix. Mais Victor Hugo va arriver avec son texte. Alors voilà, transition. Ouais, je sais, effets spéciaux, tout ça. Grand youtubeur. Bref. Donc, comme je vous le disais, Victor Hugo, justement, va vouloir avoir cette cohésion. Il va vouloir vraiment retrouver cette cohésion. Et ceci, on va le retrouver dans le texte que vous avez sous les yeux dans le cours. Je vous le lis. Donc, le texte est un texte c'est un discours au Congrès de la paix de Victor Hugo, le 21 août 1849. Alors, bon, j'espère que vous connaissez Victor Hugo. Victor Hugo était un poète très reconnu justement durant le 19e siècle. Il était vraiment... Oui. Il était vraiment engagé politiquement. Enfin, c'était vraiment un grand homme politique, mais aussi un grand homme de lettres. Il a notamment fait un bon nombre de poèmes, etc., écrit des romans, etc. Un jour viendra où vous, France, vous, Russie, vous, Italie, vous, Angleterre, vous, Allemagne, vous toutes, nations du continent, sans perdre vos qualités distinctes et votre glorieuse individualité, vous fondrez étroitement dans une unité supérieure. Et vous constituerez la fraternité européenne, absolument comme la Normandie, la Bretagne, la Bourgogne, la Lorraine, l'Alsace sont fondus dans la France. Un jour viendra où il n'y aura plus d'autres champs de bataille que les marchés s'ouvrant au commerce et les esprits s'ouvrant aux idées. Un jour viendra où l'on verra ces deux groupes immenses, les États-Unis d'Amérique, les États-Unis d'Europe, placés en face l'un de l'autre, se tendant la main par-dessus les mers, échangeant leurs produits, leur commerce, leur industrie, leur art, leur génie, défrichant le globe, colonisant les déserts, améliorant la création sous le regard du Créateur. Alors, que souhaite Victor Hugo? Donc là, pareil, je vous laisse réfléchir, donc vous pouvez mettre sur pause, réfléchir. Et lecture, donc là je vais vous donner la correction, donc vous pouvez écrire, justement, oui, vous allez écrire, et oui, c'est l'histoire. Alors, vous pouvez écrire Victor Hugo en 1849 tend, TEND, vers cette Europe rassemblée, EE, 7 CE2TE, cette Europe, c'est une Europe, rassemblée, tend vers cette Europe rassemblée autour d'un lien fraternel, virgule, aucune soumission n'est évoquée, alors n'est N', EST,
évoqué et eux, virgule, ils souhaitent vraiment une cohésion, C-O-H-E accent aigu S-I-O-N, une cohésion pacifique entre les États. Point. Alors voilà, pareil, s'il y a des mots compliqués que vous ne comprenez pas, vous les cherchez dans le dico. Pareil, là je lis vite, je dicte vite. Si vous n'arrivez pas dessus, vous mettez pause. Alors, voilà, et après lecture, simple, basique. Bref. Qu'entend-il par l'expression États-Unis d'Europe? Je vous laisse réfléchir. Je vous expliquerai tout après. Victor Hugo implique le fait, F-A-I-T, d'une Europe ne formant qu'un seul bloc, fédéral, où les pays ne seraient plus que des parties d'un État global. Point. Final. Alors, voilà ce que, en fait, tend à vouloir justement Victor Hugo, c'est vraiment des États-Unis d'Europe. Et oui, parce qu'en effet, les États-Unis, ça y est, depuis 1865, souvenez-vous avec la guerre de sécession prend fin, les États-Unis se rassemblent en un bloc, et après ils vont s'étendre vers l'ouest. Et ensuite ils vont devenir vraiment un bloc des États-Unis d'Amérique. Et ça, Victor Hugo, justement, quand il le voit, il veut le reproduire en Europe. C'est pourquoi il veut justement vraiment une cohésion entre les pays. D'où, au début, l'anaphore, vous, France, vous. Enfin, oui, il insiste vraiment pour faire une équipe. Comme quand quelqu'un vous désigne, vous là, vous aussi ici, là-bas. C'est pour justement vraiment rendre une cohésion, rendre les gens, interpeller les gens qu'ils sont pareils. Vous, le même pronom personnel, justement. Ça montre une volonté de souder les gens entre eux. Et c'est ce que veut justement Victor Hugo. Il veut vraiment souder les pays entre eux dans un bloc fédéral. Alors, que veut dire fédéral? C'est très simple. Les États-Unis sont un pays fédéral. Donc, vous avez tous les petits États qui ont leurs propres lois, mais tous ces États doivent suivre la loi fédérale. La loi fédérale, c'est la loi de l'État, du pays. Oui, pardon, du pays en lui-même. Vous avez la loi du pays et en dessous, vous avez la loi de l'État. L'État au sens petit département, quoi, pour eux. Par exemple, le Texas a ses propres lois, mais par contre, il doit suivre les lois des États-Unis. Voilà, vous voyez, c'est ça le système fédéral, justement. Et voilà donc pour ce qui est de Victor Hugo. Et du coup, problématique, comment cette utopie de Victor Hugo devient-elle réalité jusqu'à devenir une véritable identité commune au XXe siècle? Et à cela, nous allons donc commencer pour le prochain cours la séance 1, l'idée d'Europe des origines aux premières réalisations. Voilà. Donc, merci pour justement votre sérieux. C'est vrai que ça doit être difficile en ces temps de confinement. Mais bon, sur ce, je vous souhaite bon courage. Portez-vous bien. Restez chez vous. Bon, il y a pas mal de youtubeurs qui commencent à le répéter à longueur de journée, mais bon, on sait jamais. Et voilà, à un prochain cours. Ah oui, aussi, je vous envoie tout ce qui est DM, vos cours, tout ça. Ne vous inquiétez pas. Dans la semaine.